Il parle remarquablement français, et mieux que ça, c'est le spécialiste japonais de la poésie des Caraïbes, d'Édouard Glissant, et de la francophonie, et même d'un pays où je vis, qui m'est très cher, de la littérature du Québec. Et donc, il a vraiment une âme japonaise, hybridée de culture occidentale. Et ce dont il va vous parler, c'est le temps perçu au Japon. Vous savez, moi, je suis responsable de la thématique du temps perçu, et il m'a semblé qu'il fallait qu'on ait l'expérience d'un philosophe chinois ou japonais. Et chinois, je pense que vous connaissez déjà un petit peu la conception chinoise du temps. En tout cas, il y a des lieux communs qui circulent à ce sujet. C'est, à mon sens, plus subtil dans le cas du Japon, parce que l'histoire du Japon a été très diversifiée. Le Japon s'est constitué progressivement avec des cultures, des populations divergentes, on va dire. Et Hidehiro va vous expliquer tout cela beaucoup mieux que moi. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité à cet merveilleux congrès. Bon, nous allons lire deux textes majeurs qui nous invitent à la culture japonaise. Premièrement, le Kojiki. Peut-être on va aller comme ça. Le Kojiki. Et si on traduit ce titre dans la langue française, ce serait recueil ou plutôt chronique des fois anciens. C'est le plus ancien texte enrichement écrit dans la langue japonaise. La rédaction fut achevée en 7012, tout au début du 8e siècle. Il s'agit de l'histoire du Japon depuis la création de l'archipel du Japon jusqu'au début du 7e siècle. Le deuxième texte est le Dide Genji, un long récit épique qui nous raconte l'ascension fulgurante et la chute désastreuse d'une famille de bushi samouraïs, une classe guerrière qui servait les nobles de l'époque. La tragédie se déroule au XIIe siècle. Si nous prenons ces deux livres, c'est bien sûr pour nous demander quelles sont les notions de temps que conçoivent les Japonais, avec quelle vision du monde ils vivent aujourd'hui. La société japonaise contemporaine est bien complexe. Je ne prétends pas être prêt à répondre aux questions que nous venons de nous poser, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les Japonais vivent des temps divers, pluriels. C'est qu'il y a le temps familial, le temps conjugal, le temps professionnel, etc., etc. Il ne faut pas oublier non plus que nous vivons aussi le temps biologique spécifique au corps vivant. Permettez-moi de faire quelques réserves. Moi, je préfère situer le Japon sur la planète. Tous les éléments qui composent la culture japonaise trouvent ses origines, bien sûr, au Japon, mais aussi dans le reste du monde, par exemple en Afrique, pourquoi pas. Permettez-moi de poser une simple question. Si le Japon était un pays qui conserve jalousement ses traditions rigides, comment a-t-il pu réussir à se faire moderniser au XIXe siècle? Quel est le rapport entre la tradition et la modernité chez eux? Les hommes d'affaires japonais d'aujourd'hui semblent s'adapter sans problème à la logique de l'économie capitaliste. La création culturelle et artistique japonaise se montre parfois très audacieuse. Si les Japonais ont tellement changé depuis le XIXe siècle, c'est sans doute que le temps n'a pas été figé, immobile pour les Japonais. Le temps japonais devrait contenir la notion d'évolution, voire de progrès. Et
Sous ces réserves, nous lisons le Kojiki, chronique des faits anciens. Nous apprenons comme version française la traduction de Pierre Vanclair, publiée en 2011. Pierre Vanclair n'est pas un spécialiste universitaire, c'est un écrivain. Sa version française est une retraduction de la version anglaise, ce qui est un peu regrettable. Mais le mérite de son texte est sa lisibilité. Et les noms des divinités sont simplifiés et sémantiquement traduits en français. Le Kojiki est divisé en 3 livres. Le premier livre traite du temps mythologique, le deuxième du temps héroïque ou légendaire, et le troisième du temps historique, c'est-à-dire celui des Tenno empereurs. Ce qui nous intéresse, c'est le temps mythologique. Et il nous évoque le temps où les Japonais vivaient sans influence de bouddhisme et de confucianisme. C'est un temps paradisiaque, si vous voulez. Et ces divinités ayant créé l'archipel du Japon nous semblent n'obéir à aucun code moral ni éthique. Mais c'est la mythologie japonaise qui inaugure le temps primordial aux Japonais. Bon, afin de nous habituer et au style de Kojiki, nous allons lire la première phrase de Kojiki. Voici le nom des supérieurs qui, au commencement du ciel et de la terre, apparurent dans plein Dieu, au ciel, maître de l'auguste centre du ciel, puis auguste et merveilleux producteur, puis de divin merveilleux producteur, et il s'engageait seul, puis il disparut. Dans cette traduction, le kami, c'est-à-dire divinité japonaise, est traduit par supérieur. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, la lecture de tous ces noms juxtaposés est fastidieuse. Nous essayons de simplifier le texte en évitant autant que possible cette succession des noms un peu difficiles. La première phrase, nous apprenons 3 kami. Le premier est Ame no Minakanushi no Kami, celui qui est traduit notamment par maître de l'auguste centre du ciel. Ces 3 noms n'eurent pas d'enfants parce qu'ils sont asexués. L'histoire qui nous intéresse, c'est le mythe de la création par Izanagi no Kami et Izanami no Kami. Izanagi est une divinité masculine. Izanami, une divinité féminine. Ils sont frères et sœurs et ils forment un couple. Et Izanagi vient du verbe, le nom Izanami vient du verbe séduire, inviter. Ce couple divin engendre presque tous les composants du monde japonais. Dans le texte que nous lisons, Izanagi et Izanami sont désignés engageants et engageantes. Le nom d'Izanagi vient du verbe séduire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Aux 12 augustes supérieurs, l'engageant et l'engageante, les autres supérieurs ordonnèrent. Fabriquer et consolider, donner une forme à cette terre flasque qui dérive sur les eaux. L'engageant et l'engageante, ou Izanagi et Izanami, debout sur le pont flottant du ciel, c'est-à-dire Amano Ukihashi, un pont jeté entre le ciel et la terre, plonge une sorte d'arbarde, lance dans l'océan. Et quand il la sortent, des gouttes tombent de son extrémité et elles deviennent une île appelée autosolide, Onogogo Shima. Et le couple divin descend sur cette
première terre ferme pour continuer leur travail. Je vais lire le texte que vous voyez. L'engageant questionna aussi l'engageante. « Comment est fait ton corps ?» Elle répond. « Mon corps est parfaitement développé, sauf un endroit bizarrement atrophié. » Alors, l'engageant dit. « Quant au mien, il est parfaitement développé, sauf un endroit bizarrement hypertrophié. Il me faut enfoncer cette protubérance en ton trou, et de cette union, à mon avis, naîtront les provinces terrestres. Qu'en penses-tu ? Et elle dit, cela me semble bien. Alors il dit, si c'est ainsi, engageons-nous donc à tourner autour de ce pilier céleste et nous copulerons. Et ils en firent le serment, il continua ainsi. Toi, tu tourneras par la droite, moi par la gauche. Ils commencèrent la rotation et l'engageante déclare qu'il est bien fait. L'engageant alors déclara qu'elle est bien faite. Cette première tentative amoureuse se révèle pourtant viciée. Ils eurent des enfants informes. Déçus, ils remontèrent au ciel pour s'enquérir auprès de leur divinité supérieure. L'échec vient du fait que c'est la femme qui a pris l'initiative de leur réunion. Ils reprennent leur travail en rectifiant cette faute. Obéissant, il descendit et retourné autour de l'auguste pilier céleste, Amanokihashi. Alors, l'engageant commença. « Quelle belle et jolie jeune fille !» Après quoi, sa sœur dit « Quel bel et charmant jeune homme !» Ayant prononcé ces paroles, ils copulèrent et obtinrent un premier enfant, l'île chemin d'écume, un frêle épi du riz. Cette fois-ci, ils réussissent à engendrer de bons enfants, c'est-à-dire de bonnes îles, de bonnes terres. Ils enfantent toutes les îles de l'archipel japonais. Ils offrent aussi les montagnes, les fleuves, les vents et même la divinité du feu. Mais ce dernier enfantement fut mortel pour Izanami. Ses parties génitales furent brûlées. Elle mourut. Et Izanagi, pleurant de la perte de sa sœur, descend au royaume des ténèbres pour ramener son épouse à la terre. Izanami reçoit son époux et lui demande d'attendre devant la porte du palais parce qu'il faut demander la permission au roi du royaume des morts, Hadès japonais. Il lui interdit aussi de la regarder pendant qu'il l'attend. Fatigué d'attendre, Izanagi trouve finalement un moyen pour la surprendre. Et il voit le corps de son épouse puant et couvert d'asticots. Horrifié, Izanagi s'enfuit pour revenir à la terre. Fâché, humilié d'être vu, Izanami se met à la poursuite de son frère époux. Après une longue course, Izanagi parvient à sceller la porte du royaume des ténèbres avec un rocher. Empêché d'avancer, Izanami vocifère « Oh mien, mon bel époux et frère, si tu fais ça demain, je prendrai 1000 personnes de ton pays et les étranglerai jusqu'à ce qu'ils crèvent. » Izanagi lui répond « Oh mienne, ma belle sœur, si tu fais ça, moi je ferai construire 1500 huttes d'accouchement et si
1000 personnes meurent chaque jour sous tes ongles cruels, 1500 autres naîtront. Nous apprenons ainsi comment furent séparés le monde des vivants et le monde des morts. Après cette mésaventure, Izanagi se baigne dans l'eau pour se protéger et pour se procéder à ses ablutions. Et quand il lava son œil gauche, naquit Amaterasu no Mikami, c'est-à-dire déesse soleil, divinité la plus respectée. Et de son œil droit naquit maître de la nuit du nez, de son nez Susanoo, brave, brusque, impétueux. Celui-ci, divinité masculine, très violente, dérange la règne d'Amaterasu. On sait que pour le shintoïsme, les actes de purification sont très importants. Izanagi est le fondateur des ablutions shintoïstes. En terminant le mythe d'Izanagi et Izanami, je voudrais souligner que les échanges de paroles de ce couple sont drôles, bien drôles et pleins d'humeur. Dans la mythologie japonaise, le sacré voisine avec des rires. Moi, je remarque là vraiment une grande effusion de sentiments humains. Et ce qu'on oublie, on oublie souvent ce caractère de Kojiki et de la mythologie japonaise, très plein de rire et d'humeur. Parce que le shintoïsme d'aujourd'hui a l'air très sérieux. Au XIXe siècle, le nationalisme japonais s'est formé avec une évolution particulière des études Kojiki et on a reformulé le statut et la souveraineté de l'empereur descendant d'Amaterasu Minokami, déesse soleil. Mais cette idéologie nous importe peu, pour moi au moins. Nous nous intéressons plutôt anthropologiquement à ces aspects humains. Les divinités japonaises donnent naissance à toutes les îles de l'archipel, à tous les êtres vivants et tous les phénomènes naturels du monde. Par exemple, des larmes que répand Izanagi à la mort d'Izanami naît une divinité appelée crieuse pleureuse. Naki Sawame no Kami. Ainsi, même la larme devient une divinité. De ce point de vue, on peut lire le Kojiki comme un grand éloge à la vie. On y remarquerait également le temps caractéristique de la mythologie japonaise. On y trouve le temps de la volonté divine, parfois de désirs frénétiques comme celui de Susanoo, fils d'Izanagi, mais ce qui semble encore plus important, c'est le temps de devenir. Monsieur Étienne Klein a parlé de devenir aussi. Et si la volonté divine peut rencontrer des obstacles, rien ne peut empêcher du cours du temps de devenir. Le devenir est aussi lié à l'épanchement de sentiments, à l'évolution d'êtres vivants, ainsi qu'aux phénomènes naturels. Comme la vie est cycle, ce temps de devenir est aussi cyclique, répétitif. On sait qu'au Japon, la vie quotidienne traditionnelle est rythmée de rites saisonnières. Savez-vous pourquoi les Japonais apprécient tant la floraison des cerisiers au printemps? Savez-vous pourquoi ils admirent le soir la pleine lune de septembre en prenant du saké et parfois en lisant des waka, poésie courte japonaise? Les Japonais aiment également écouter le chant des grillons en automne. Je considère la mythologie japonaise comme une grande affirmation de la vie,
de toute nature qui a son propre temps. Au temps de ces êtres vivants, la vie n'avait pas encore de contraintes éthiques. Toute volonté, tout désir sont acceptés comme devenir du temps naturel. Je crois que même aujourd'hui, les Japonais gardent plus ou moins inconsciemment cette vision du monde. Et j'oserais dire qu'au fond de la mythologie, il y a un peu comme l'homme sauvage né de la nature à la façon du siècle des Lumières. Je me réfère ici à Hobbes, Rousseau, etc. Je crois que la mythologie japonaise contient une certaine notion de liberté, inconsciente, hein, et ce n'est pas une notion. Les divinités jouissaient et d'une liberté inconsciente. Je crois que nous devrions redécouvrir l'être mythique en nous-mêmes et le temps mythique qui est très proche du temps biologique et du temps de la nature. Une autre remarque que je voudrais faire, c'est la flexibilité et un certain pragmatisme de la religion shintoïste. J'avais dit que le Kojiki nous révélait un monde mythique paradisiaque. À vrai dire, ce n'est pas très exact, car au 8e siècle, les Japonais connaissaient déjà le bouddhisme et le confucianisme. Il n'est pas difficile de relever toutes les traces dans les textes de Kojiki. En effet, on insiste beaucoup sur le caractère syncrétique de croyances japonaises. Depuis au moins 6e siècle, le shintoïsme et le bouddhisme coexistent chez les Japonais. Pourquoi le shintoïsme n'a pas chassé le bouddhisme? Je crois que le syncrétisme doit beaucoup à la flexibilité et au pragmatisme latin du shintoïsme primordial. Autrement dit, les Japonais antiques se sentaient incapables de construire un État, une société, sans recours au bouddhisme et au confucianisme. Pour aller vite, je dirais que le bouddhisme a offert aux Japonais une philosophie éthique et le confucianisme une philosophie permettant de fonder un État féodal, mais rationnel quand même, dans une certaine mesure. Et la vision du monde shintoïste est apte d'introduire ces idées étrangères pour mieux suivre, pour mieux s'adapter au progrès du monde. On sait comment fonctionne en apparence ce syncrétisme dans la société japonaise. Les Japonais se marient à la shintoïste, tandis que les funérailles se font au temple bouddhiste. Bouddhique. Le shintoïsme est associé à la naissance, aux actes de reproduction. La plus grande fête shintoïste est évidemment celle de Nouvel An. Beaucoup de Japonais vont prier au temple shintoïste pour souhaiter que le Nouvel An soit une année heureuse, promettante. Ce qui est curieux, c'est le son de la cloche bouddhique qui annonce la fin de l'année, avec ses 108 coups pour faire tomber les désirs humains. Quelle manière de boucler l'année cyclique. On voit que le commencement est le commencement de toute chose et l'affaire du shintoïsme et la fin est assignée au bouddhisme. Le shintoïsme et le bouddhisme partagent leur rôle complémentaire dans la société. Bon, nous allons peut-être aller au dit de Genji si nous avons le temps. Or, le
son de la cloche bouddhique ouvre le Dide Heike et un autre ouvrage auquel nous nous référons. Le système politique social fondé plus ou moins à l'époque de Kojiki ne fonctionnait plus, allait s'écrouler. La classe aristocratique qui soutenait le pouvoir de l'empereur était en décadence. Et la classe montante de Boshi s'enrichissait et rivalisait avec le pouvoir préétabli. Il y avait deux clans puissants de Boshi, les Heike et les Genji. Ils disputaient le pouvoir effectif alors que l'empereur nous conservait son trône honorifiquement. Et c'est la famille de Heike qui arrive à la prise du pouvoir incontestable. Tadanori, chef des Heike, écrase les Genji. Il est pourtant méprisé au palais de l'empereur comme un parvenu de basse catégorie. C'est son fils, Kiyomori, qui se fait nommer grand ministre en 1167. Désormais, même les meilleurs nobles ne peuvent résister à son pouvoir absolu. Et Kiyomori sème de la terreur dans la ville de Kyoto avec ses actes capricieux et par les actes vandalistes de ses vassaux. Sa politique tyrannique, hasardeuse et cruelle, indigne les gens, mais personne n'élève la voix, sauf quelques intrépides qui, une fois découvert le complot, seront exécutés ou déportés. Mais enfin, peu à peu, des révoltes de Genji se relèvent de nouveau en province, surtout celle de Yoritomo, fils de Yoshitomo de Genji, tué par Tadanori. Je ne vais pas suivre tous les détails de bataille où périssent tous les clans et tous les membres des Heike. La fameuse bataille maritime à Danola, à l'ouest du Japon, eut lieu en 1185. Ce fut un massacre total, y compris les femmes. Le Dide Genji annonce que toutes les ambitions démesurées sont vouées à l'échec et que rien n'est perpétuel sur la terre. Sur la base de la philosophie bouddhiste, cette œuvre nous développe un éloquent récit dont la tournure est extrêmement complexe et présentant des hommes et des femmes extrêmement variés. C'est une des œuvres les plus importantes de la littérature japonaise qui ont d'ailleurs fourni de nombreuses histoires et anecdotes repris et plus tard par des différents genres littéraires et théâtraux. Il y a aussi des côtés oraux. Le moine, souvent aveugle au bia, instrument musical, racontait jadis un chapitre de cet ouvrage devant un public restreint pour gagner quelques monnaies. Enfin, si j'ai le temps, j'aimerais bien vous faire écouter cet récit de Biahoshi. Mais en tout cas, on va terminer bientôt. Le Dide Heike commence avec le son de la cloche du monastère de Gion, un grand temple bouddhiste en Inde. Et je vais lire la première phrase de ce texte, et tous les Japonais connaissent ce passage. Du monastère de Gion, le son de la cloche et résonance de l'impermanence de toutes choses. Je change un peu l'ordre pour faire plus facile. Des arbres chara, la couleur des fleurs démontrent que tout ce qui prospère nécessairement déchoit. L'oreilleux, certes, ne dure.
tout juste pareil au songe d'une nuit de printemps. L'homme valeureux de même finit par s'écrouler, ni plus ni moins que poussière au vent. Le dit de Heike et la mythologie antique font un grand contraste. La philosophie des dits de Genji, et c'est l'histoire et de morale. On prédit qu'au XIIe et XIIIe siècle, le japonais acquiert une notion d'histoire qui ne se réduit pas aux simples annales. Cette notion contient l'idée d'éternité qui n'existait pas dans la mythologie. Mais ce n'est pas l'histoire au sens hegelien qui fait l'idée de progrès, qui contient l'idée de progrès. Et le bouddhisme réprimande aussi l'effusion excessive de cœur, l'ardeur sans borne. Mais le Kojiki n'est pas mort, il coexiste avec le dit de Genji. Le temps éternel et le temps cyclique constituent chez les Japonais les deux grandes notions de temps qui sont étroitement liées à la vie, à la mort, comme Eros et Thanatos, si vous voulez. Je ne sais pas comment les Japonais réconcilient ces deux temps, mais je vais terminer. Les Japonais ont introduit beaucoup de temps différents, même le temps hegelien, tout au cours de son histoire. Mais le shintoïsme et le bouddhisme dominent l'esprit japonais moderne, y compris les hommes les plus laïques. La culture bouddhique du Japon est archi connue. Le zen est aujourd'hui très populaire et très pratiqué par les étrangers. Et un japonais moderne comme moi, je ne vais pas au temple de zen. Pardonnez-moi. Par contre, si vous permettez, je voudrais mettre en avant la vision du monde et le temps primordial propre à la mythologie antique, peu connue à l'étranger et au Japon. Car cette vision et ce temps sont mis en place dans le corps japonais comme une horloge interne. Notre société informatique répand partout de la dépression. Je crois que je vous invite à la recherche du temps de l'être mythique et du temps mythique, qui sont profondément inscrits en nous-mêmes. Merci de votre attention. Bonjour monsieur, je merci beaucoup de nous faire ce témoignage sur le temps vécu au Japon et ça me confirme dans une réaction que j'ai eue pour un événement très récent qui est le départ de votre empereur. Pour des raisons que je ne comprends pas du tout, il est parti un 30 avril. Alors un 30 avril c'est commode pour notre calendrier, mais c'est le calendrier grégorien, c'est le calendrier des Occidentaux, qui a été fait par un obscur dictateur romain il y a de ça 2000 ans. Pour moi, il aurait dû partir le 23 décembre. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Pas forcément. Ah bah, écoutez, moi, mes arguments sont tout à fait ceux que vous avez je n'ai pas d'opinion là-dessus, hein, parce que c'est une décision très politique d'abord. Hein. Et puis, il y a un secret sur le Japon. Au Japon, il y a beaucoup plus de jours fériés qu'en France. Et à partir du 29 avril, 29 avril jusqu'à à peu près 5 ou 6 mai, et ce qu'on appelle la semaine d'or, et on ne travaille pas. Et il y a aussi une autre raison, c'est que aujourd'hui, la famille impériale est un peu même la plus grande opposition au gouvernement actuel, parce qu'il prêche de la paix. Hein? Et les nationalistes shintoïstes, ou pas forcément shintoïstes, ne voulaient pas que l'empereur précédent parte. Alors il y a eu une lutte.
Et l'empereur précédent a déclaré à la télévision que je ne peux pas suivre cette mission comme symbole de nation quand je ne peux plus, je ne suis pas si en bonne santé. Et finalement, le gouvernement cède. Et puis ensuite, c'était la décision de la date de succession. On disait le 31 décembre. Mais l'empereur a protesté qu'il y a trop de choses et nous ne pouvons pas faire ça. Nous serons vraiment épuisés. Et parce qu'il a eu la leçon au moment de la mort de l'empereur Showa, qui a fait beaucoup de problèmes à la famille impériale, alors que le peuple, nous ne savions pas. Donc il y a beaucoup de raisons. Et après tout, c'est un acte politique. Pour moi, peu importe la date. Et je crois que plutôt la famille impériale avait la raison, qui n'est pas très, à vrai dire, proche, d'accord avec les idées que conçoivent les nationalistes très à droite. C'est mon avis. Je ne sais pas. Oui, bonjour. Quelle est votre interprétation de l'échec du couple quand la femme prend l'initiative dans l'histoire des surnaturels? De l'échec Oui, la première tentative. Hein? Oui. Oui. Je ne sais pas. C'est un peu, il y a un côté un peu entre un peu le mépris aux femmes. Hein? Mais ce qui est intéressant, c'est que la tournure du conte, du récit, hein, ils sont bien aimables, et ils changent le rôle et ils répètent à peu près la même chose et ils réussissent. Bon, on peut dire que c'est pas tellement féministe, mais c'est un texte de 6e ou 7e siècle, 8e siècle. Bon, ça m'amuse. En tout cas, la femme n'est pas si méprisée dans la mythologie. La déesse la plus importante, ou les divinités les plus importantes, c'est Amaterasu Ominokami, déesse solaire. Le féminisme japonais du XXe siècle a commencé en reprenant cette mythe de la reine, de la divinité solaire. Je suis allé quelques fois au Japon et j'ai quelques amies japonaises femmes qui trouvent que le traitement qu'elles reçoivent de la part des hommes japonais n'est pas très moderne. Pour ne pas dire qu'elles sont dans une situation de soumission. Je sais que tu es marié avec une occidentale espagnole, donc tu n'as pas vécu peut-être ce problème et je ne pourrais pas t'accuser. Mais je connais ma famille, hein, et mon père et la mère, je me lamentais beaucoup. Et ça a été un peu dur pour moi parce que mon père était un peu violent. Non, vous avez tout à fait raison de le dire. Hein, et il y a beaucoup de choses à progresser dans la société japonaise. Ça, c'est sûr. Mais ce que sur quoi je veux insister, parce qu'il y a un autre Japon, oublié, négligé, et d'ailleurs un peu caché par les shintoïstes nationalistes. Il y a un autre monde qui est très important pour moi, qui vit en japonais eux-mêmes.
Et ce temps est très proche du temps biologique. Je crois qu'il faut aller à ça. Il ne faut pas rester toujours le Japon est féodal, ou etc. etc. Vous oubliez d'autres côtés du Japon. C'est ce que je voulais vous dire. C'est très facile de critiquer la société japonaise. Hein. Moi-même, je la critique. Mais aussi, il faut voir d'autres choses. Hein. Je crois que c'est ça ce qui est important. En dehors de l'Occident aussi, il y a des côtés positifs. Et il ne faut pas oublier ça pour n'être pas qu'on croit au centre du monde.